Regardons ensemble cette vidéo et vous verrez pourquoi. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. Oui, on peut dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, ben, finalement, le danger lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le... Comme les Africains n'ont pas pu, il faut le dire, créer... C'est Arles Camer. J'espère que vous allez bien, Odé. Bon, là, je vais faire un petit podcast qui est à la fois aussi une réaction à l'intervention d'un Camer sur un plateau télé. Le Camer en question, c'est Yemele Fometio. C'est un panéliste de la chaîne DBS. J'espère que vous connaissez DBS, parce que si vous ne connaissez pas DBS, il faut absolument vous rattraper. Et il faut peut-être aussi accessoirement résilier votre abonnement à CanalSat, parce que c'est une chaîne qui n'est pas sur CanalSat. Pourquoi? Parce qu'il parle des choses beaucoup trop importantes. Il parle des choses qui conscientisent suffisamment la jeunesse africaine et camerounaise sur quels sont les enjeux du moment, qui sont leurs amis et qui sont leurs ennemis, surtout qui sont leurs ennemis. Et bon, vu que CanalSat fait partie des ennemis, forcément ils ne vont pas héberger une chaîne qui présente, qui fait en fait la promotion de toi comme ennemi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur CanalSat. C'est pour ça aussi que Afrique Média n'est pas sur CanalSat. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Donc si vous ne connaissez pas DBS, abandonnez CanalSat, allez prendre l'argent, allez prendre un abonnement chez votre câbleur du coin. Même s'il n'a pas la HD, au moins votre argent va aller dans la poche d'un autre Camerounais. Donc en fait c'est donc un intervenant, Yemele Fometio, qui intervient sur le plateau de TBS et il explique en fait quoi. Il essaye de démontrer en quelques minutes, je crois qu'il a parlé, l'extrait que je vais vous montrer fait 6 minutes, mais bon, son intervention totale fait plus de 15 minutes. Mais il essaie un peu d'expliquer pourquoi la civilisation européenne et occidentale est fondamentalement violente et génocidaire. Il a cité beaucoup d'exemples en fait. Quand j'ai vu son passage à la télé, j'ai beaucoup... En fait, c'est dit que c'est des réflexions que moi aussi j'avais déjà. Et je me suis dit, ah, c'est bien en fait d'appuyer. Donc, avant donc de passer l'extrait de M. Fometio, en fait, je vais en fait donner moi-même les points en fait qui me font penser pareil. Et ce n'est vraiment pas du ressenti, ce n'est pas vraiment c'est pas du ressenti, c'est vraiment des faits historiques. C'est-à-dire que c'est des faits, c'est factuel, c'est de l'histoire. Et déjà, pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? La chaîne Réflexion Camer n'est pas faite pour parler des watts. Mais sauf qu'à un moment donné, lorsqu'on comprend en fait les enjeux et on commence à comprendre qui sont nos ennemis,
c'est très important de savoir qui ils sont, de les connaître, pas les connaître, identifier, oui, et connaître comment ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils agissent en fait. Il faut les connaître. Et il faut savoir que même en Afrique, aujourd'hui, on n'est pas assouvi et asservi comme ça gratuitement. Ils ont pris beaucoup de temps à travers leurs missionnaires qu'ils ont envoyés en premier pour étudier nos sociétés, bien étudier notre fonctionnement, notre anthropologie même de nos peuples, et avant de justement savoir comment est-ce qu'ils font passer pour nous asservir. Donc je pense que c'est important de connaître en fait à qui on a affaire. Donc pourquoi moi je pense donc que c'est une civilisation fondamentalement violente et génocidaire. Je vais citer quelques exemples historiques. Il y a tellement, on peut trouver tellement d'exemples, mais je vais citer les exemples qui pour moi sont quand même un peu poignants. Et je vais commencer, on va dire dans les 500 dernières années. Donc on commence en 1492 quand ils disent avoir découvert, entre guillemets, l'Amérique. En fait, ils découvrent un continent qui ne savait pas que ça existait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré tout le monde sur le continent. Donc, premier point, c'est le génocide je ne vais pas dire indiens d'Amérique, on les appelle à tort indiens. Pourquoi? Parce que Christophe Colomb, il cherchait en fait une nouvelle route pour aller vers les Indes. Et en arrivant donc au Brésil, il a cru qu'il était arrivé en Inde, mais non, il n'était pas en Inde, il était sur un, entre guillemets, nouveau continent. C'est pour ça qu'on les appelle indiens d'Amérique. Mais en fait, c'est des, comme on dit, natifs américains. Et même américains, c'est le terme européen. Je ne sais même pas comment ceux qui habitaient là-bas s'appelaient eux-mêmes. Donc en fait, ils arrivent sur le continent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils massacrent tout le monde. C'est-à-dire que on estimait à entre 80 et 100 millions de personnes. On les a tous massacrés. C'est atroce. C'est-à-dire que c'est l'extinction totale de toute une civilisation. Leur savoir-vivre, leurs mœurs, leur culture, leur repas, ce qu'ils mangeaient, en quoi ils croyaient, tout a été massacré. Et c'est tellement dommage, c'est tellement atroce quand on y repense. Aujourd'hui, sur Terre, on sait qu'il y a les Africains, les Européens, les Asiatiques, Chinois, Indiens, tout. Mais ça aurait été, si ces gens n'avaient pas été massacrés, il y aurait aussi eu les natifs d'Amérique. Et peut-être, quand on dit que les villes sont cosmopolites, on allait voir les gens, on allait avoir une autre culture supplémentaire. C'est qu'aujourd'hui, on a la culture africaine, on a la culture européenne, on a la culture indienne, on a la culture asiatique. Chacune a son originalité et ses particularités. Mais la culture américaine, c'est pas les Trump et les Beyoncé, Jay-Z, ça c'est les Européens. La culture américaine a complètement disparu de la surface de la Terre et c'est tellement dommage, ça fait un peu froid dans le dos. Et ça c'est l'œuvre des Européens. Donc ça c'est le premier truc que je voulais marquer. On voit un peu à qui on a affaire. Ensuite donc quand ils ont fini de massacrer tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Afrique faire l'esclavage pour avoir des esclaves. En fait, tout ce que je vais dire, vous le connaissez, hein, mais j'essaie un peu de reparcourir en fait comme ça pour en fait vous faire comprendre que c'est un mode opératoire qu'ils ont utilisé tout le temps depuis des centaines d'années. Ils viennent en Afrique donc, ils prennent des esclaves et qu'on ne vous dise pas que non, on les chefs vendaient. Je ne pense pas que les chefs vendaient. Ils ont massacré, ils ont pris de force. Et beaucoup partaient, ils ne savaient même pas qu'ils partaient être esclaves. Hein. Beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient être esclaves. Moi, ma mère me raconte qu'elle était petite à Fumban. Certains de ses grands-mamans du quartier disaient toujours que quand j'étais petite, j'avais un frère qui est parti travailler à Victoria, il n'est plus jamais venu. J'avais un tel frère qui était parti à Victoria, il n'est plus jamais venu. En fait, on disait qu'il était parti travailler. Non, en fait, Victoria, c'était Limbe. C'était le port où on chargeait les bateaux d'esclaves. Donc, en fait, les gars, quand ils partaient à Victoria, on leur disait qu'ils partaient juste travailler et qu'ils allaient revenir, mais en fait, ils partaient entrer dans les bateaux. Donc, toutes les mamans, quand ma mère à moi était toute petite, qui disaient que mon frère, quand j'étais petit, est parti à Victoria, en fait, elle ne savait pas, mais il partait en fait être esclave. Et vous savez que quand on traversait le bateau, il y avait environ 50% de personnes qui mouraient. Bon, il faut peut-être que je vérifie ce chiffre-là, mais je crois que c'était à peu près 50% d'esclaves mouraient pendant la traversée. C'est-à-dire que le blanc, quand il charge son bateau, il sait que son rendement c'est 50%. Donc en fait, il sait qu'une personne sur deux va mourir en route à cause de quoi? Les conditions dans lesquelles ils étaient entassés, amassés, la durée du voyage, les conditions d'hygiène. Il n'y avait aucune hygiène dans les caves. Imaginez la catastrophe sanitaire que c'était. Pas de toilettes, pas de tout, c'était atroce. Donc les épidémies, les bactéries se répandaient à une vitesse et ça décimait les bateaux. Hein. Donc les conditions d'hygiène étaient catastrophiques, du coup les épidémies se propageaient et ça tuait beaucoup de gens. Et quand on les tuait, qu'est-ce qu'on faisait? On les jetait dans l'océan et on continuait.
Donc, entre parenthèses, pour ceux qui vont à Cribinage, là, ça goûte salé. Dans le goût du sel, là, il y a les corps et les os de nos ancêtres sont remplis. Et ça a duré 400 ans. 400 ans, on le dit comme ça, ça est un peu théorique, mais 400 ans signifie que si l'esclavage recommence aujourd'hui, c'est-à-dire que si par une quelconque magie ou mystère, les Blancs arrivent à réinstaurer l'esclavage des Noirs, bah, ça va se terminer en 2400. Vous imaginez l'atrocité et sur la durée. Donc ça, c'était ça. Ça, c'est toujours les Européens. Hein. Ce n'est pas bon. Les Arabes aussi ont eu leur part d'esclavage, mais ce n'est pas d'eux qu'on parle aujourd'hui. Là, on parle des Européens. Ça, c'est encore les Européens et ça a duré 400 ans. Et même ce qu'ils ont appelé abolition de l'esclavage, vous pensez qu'après 400 ans comme ça, ils se sont dit que bon, après 400 ans pile, ils ont dit que bon, on a trop fait du sale, on va arrêter, c'est quand même mauvais, il faut qu'on arrête. Non, l'esclavage s'arrête parce que déjà, il y a tellement de rébellions, on ne se laissait pas faire. Hein. Oh, il y avait rébellion sur rébellion. Ce n'était pas évident pour eux de tout le temps contrôler, tuer, massacrer. Eux aussi, c'était épuisant. Et c'était aussi, ça consommait aussi beaucoup de munitions. Par exemple, si ta révolte, si ta plantation se révolte, que tu dois tous les fusiller, bah, ça te coûte aussi de l'argent. Et l'esclavage aussi s'arrête. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le nord des États-Unis s'industrialise et ils n'ont plus tellement besoin d'esclaves. Contrairement au sud qui est resté dans l'agriculture et qui avait toujours besoin d'esclaves dans les plantations. C'est aussi pour ça qu'il y a eu la guerre de sécession entre le nord et le sud. On dit que le sud c'est les esclavagistes, le nord c'est les bons, gentils. Non, c'est pas du tout ça. Les Noirs n'étaient pas particulièrement contre l'esclavage, disons qu'ils n'avaient plus tellement besoin. Et Abraham Lincoln s'est donné un bon rôle en disant que c'est moi qui ai aboli, il faut abolir, ça c'est n'importe quoi. On a aboli parce que, un, ce n'était plus tellement nécessaire pour le Nord, et de deux, les rébellions faisaient que ça devenait compliqué, et le nombre d'esclaves aussi ne faisait qu'augmenter, le nombre de Noirs ne faisait qu'augmenter, ça devenait très compliqué de toujours assouvir de manière aussi brutale. Donc ils ont aboli, ils ont changé le système, mais en fait, quelque part ça a continué, sauf que la forme a changé. Donc ça c'était pour l'esclavage des Noirs qui a duré 400 ans. J'arrive pas à croire que 400 ans, c'est énorme, c'est énorme. Après il y a eu quoi? Après il y a eu la colonisation. Colonisation en fait c'était un peu ça, c'est l'esclavage qui change de forme. C'est-à-dire qu'on vous dit que bon, maintenant vous n'êtes plus esclave, on va vous civiliser, on va vous construire les chemins de fer et tout, mais c'est vous qui construisez, hein, parce que les travaux étaient forcés. Les gens ne payaient rien pour les travaux forcés. Et forcément quand tu étais dissident, tu te faisais liquider. Hein. Regardez ce qu'ils ont fait dans le maquis. À l'ouest du Cameroun, en Pays Bassa par exemple, c'est du massacre. C'est pendant la colonisation. Dès que tu étais dissident, tu te faisais massacrer, tu te faisais napalmiser. Donc on ne peut pas dire que ça a continué. Encore des actes génocidaires. Vous ne comprenez pas que ces gens-là, en fait, à chaque problème qu'ils ont, la solution c'est toujours le massacre. Je n'arrive pas à comprendre ce fonctionnement d'une civilisation. C'est une civilisation, c'est pour ça que moi je dis qu'ils sont fondamentalement violents et génocidaires. Chaque fois qu'ils rencontrent une difficulté, la solution c'est le sang coule, c'est le massacre systématique de tout ce qui pose problème. Ils n'ont aucune diplomatie, ils n'ont aucune savoir-vivre, dialogue, ils ne connaissent pas le dialogue, c'est toujours on massacre et on avance. Après ça, après ils se sont fait la guerre entre eux, hein, mais c'est toujours pour montrer leur côté belliqueux. Première guerre mondiale en 1914, qui fait 20 millions de morts, et quand ça arrive, c'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. La première guerre mondiale. Même pas 20 ans après, les mêmes intervenants refont une autre guerre qui fait 4 à 5 fois plus de morts que la première. Donc on est passé du conflit le plus meurtrier, 20 ans après, on a multiplié son nombre de morts par 4, par 5, avec accessoirement des bombes atomiques qu'on a jetées sur les gens. Ils ont jeté des bombes atomiques sur des gens. Et une fois de plus encore, je dis qu'on a une civilisation, je parle des Européens parce que bon, on va dire que c'est les États-Unis qui ont jeté la bombe atomique, mais moi, les Américains aujourd'hui, ce sont des Européens. Les Américains n'existent plus. Ceux même qui étaient censés être appelés Américains ont été complètement massacrés. Du coup, ceux qui s'appellent Américains aujourd'hui sont des gens qui habitent de manière illégitime sur les terres des gens qu'ils ont exterminés. Donc pour moi les Américains c'est toujours les Européens. De toute façon là-bas on dit toujours que tu viens d'où, mon grand-père était allemand, était irlandais, était italien. Donc ce sont les Européens. Et ils font une guerre, ils tombent sur le Japon et je sais pas, dès qu'ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? C'est le massacre. Ils jettent des bombes atomiques et après ils s'excusent, ils viennent dire qu'on va reconstruire n'importe quoi. Donc pourquoi je dis donc ça? C'est pour, comme j'ai dit au départ, il faut en fait qu'on sache à qui on a affaire. Ces gens n'ont pas changé. Ces gens ne changeront jamais. Parce que si tu fais la même chose pendant 500 ans,
Ce n'est pas un beau jour en 2021 que tu vas dire que bon, j'arrête de le faire. Et surtout, plus tu fais des casseroles, plus tu chies sur ta route, bah tu ne peux que continuer des casseroles pour couvrir tes casseroles. Donc c'est impossible qu'aujourd'hui ils changent. Comme on dit souvent, par exemple, est-ce que la France aujourd'hui peut revenir en Afrique et dire que bon, tous les contrats francs CFA, coloniaux et tout, est-ce qu'on peut remettre tout ça à zéro? Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont devenus dépendants de ça. Et c'est comme on dit souvent que quand tu rends quelqu'un esclave, bah au final, toi aussi tu deviens son esclave, que tu deviens dépendant de sa situation d'esclave. Et le jour où cette personne n'est plus ton esclave, tu ne peux plus rien faire. C'est en fait ce qui se passe avec les Occidentaux. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts de changer. Et moi, je fais donc le podcast pour essayer d'expliquer aux Camers et aux Africains aussi en général que ces gens ne changeront jamais. Et heureusement, l'histoire nous montre qui ils sont. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'on doit traiter avec eux, à chaque fois qu'il faut négocier avec eux, à chaque fois qu'on doit avoir une moindre relation avec eux, il faut qu'on regarde dans les yeux et qu'on n'oublie pas leur parcours historique, qu'on sache bien ce que ces gens-là ont fait. Le napalm à l'ouest, c'était il y a même pas encore 60 ans, 70 ans je pense. Il y a des gens qui ont commandité le bombardement au napalm sur des êtres humains qui sont encore en vie aujourd'hui. Donc, ces gens-là, ils sont fondamentalement violents, fondamentalement criminels, fondamentalement génocidaires. Il faut qu'on comprenne ça. Et quand on a compris ça, on va savoir comment traiter avec eux. Donc, quand on parcourt dans les faits historiques et quand on tombe sur cette conclusion-ci, c'est sur ça en fait que je voulais arriver parce que je trouve que certains noirs sont toujours un peu dans une sorte de léthargie et ils achètent le discours humaniste, on est tous frères, les droits de l'homme, on va apporter la paix, la démocratie. Non, c'est du gros n'importe quoi. Je n'arrive même pas à croire qu'aujourd'hui, il y a encore des Noirs qui adhèrent à ce discours-là. Il y a encore des Noirs qui souhaitent que ces gens-là viennent faire les choses dans leur pays, dans leur terre. C'est justement sur ça que je voulais en venir avant donc de vous laisser avec l'extrait de M. Yemele Fometio. C'est quoi? J'ai deux choses. Premièrement, c'est un truc d'actualité. Les vaccins. Si lorsque vous avez vu le parcours historique de ces gens-là, vous pensez qu'ils sont incapables de nous injecter un truc qui va nous tuer, alors vous êtes soit terriblement naïf, soit lâche, c'est-à-dire lâche et peureux. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous refusez de process, je sais pas comment on dit ça en français, d'intégrer le fait que ces gens-là sont en train de travailler avec acharnement sur comment nous exterminer. Cette réalité-là vous fait trop peur et pour ne pas l'accepter, vous préférez tomber dans le discours non, c'est pas possible, ils font ça pour nous aider, ils font ça pour combattre, c'est parce que si on ne vaccine pas l'Afrique, on ne pourra plus voyager, le monde est unique. Non. Soyons plus courageux que ça. N'ayons pas peur de qui sont nos ennemis, n'ayons pas peur des armes qu'ont nos ennemis. Si on n'arrive pas encore à intégrer la réalité là, on ne va jamais justement prendre une décision qu'il faut. Soyons plus courageux que ça. Acceptons que ces gens-là sont nos ennemis. Acceptons que ces gens-là travaillent depuis longtemps avec acharnement sur comment nous décimer. Et là, je peux même faire encore un podcast entier pour vous parler de tous les plans de réduction de la population du tiers-monde que les Américains font depuis les années 70, depuis les années 50 même. Mais sinon, je ne vais pas entrer dans ça dans le podcast ici. Donc, soyons courageux. Acceptons qui sont nos ennemis. Acceptons qu'ils veulent nous tuer. Et armons-nous. Armons-nous en conséquence. Si on n'accepte pas ça, on va toujours être dans la nébuleuse, l'utopie universaliste, amitié entre les relations et on va se faire massacrer. Et c'est un peu ce que les Africains font. La naïveté africaine a fait que depuis qu'on est indépendant, on se fait écraser complètement. On n'arrive à rien négocier. Ça, c'était le premier truc pour un peu parler des vaccins. Disons, sujet d'actualité. Et le deuxième truc, c'est quoi? C'est que après que j'ai fait mon petit parcours historique, génocide des Américains, esclavage de 400 ans, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, colonisation avec des napalms et tout, bombes atomiques qu'on jette sur des civils. Comment est-ce qu'aujourd'hui certains Noirs
continue de penser que l'essor culturel, économique, le bien-être, l'épanouissement, le développement de nous Noirs peut venir de ces gens-là. Si tu es un Noir, un Khmer, un Africain, et tu penses que l'essor de ton pays, le développement de ton pays, l'épanouissement de tes confrères viendra avec le partenariat de ces criminels d'occidentaux, pire encore, si tu vas de toi-même appeler ces occidentaux à l'aide, et je vais faire une petite parenthèse pour vous parler de certains, ça c'est en Afrique, des opposants politiques qui vont crier appel à l'aide à Washington ou à Paris, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que tu es un malade mental. Je ne trouve honnêtement pas d'autres moyens de dire ça. Soit tu es malade mental, soit tu es un peu ignorant. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Soyons, sortons de l'émotion et regardons le monde tel qu'il est. Ne regardons pas le monde tel qu'on veut qu'il soit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Regardons le monde tel qu'il est. Regardons les Occidentaux tels qu'ils sont. Ne nous créons pas une image adaptée à ce que nous souhaitons que ce soit. Ils ne sont pas comme ça, malheureusement, ils ne sont pas comme ça. Nous, si par exemple, toi, tu es bon, celui en face n'a aucune obligation d'être bon à son tour. C'est pas parce que toi, tu fais le bien, toi, tu te comportes bien et toi, tu agis toujours comme il faut agir, que les gens en face vont faire pareil. Et non, et surtout, non, il faut que tu utilises ça pour sortir de ta naïveté et commencer à regarder les gens tels qu'ils sont. Regardons ces Occidentaux tels qu'ils sont. Ce sont des criminels, ce sont des génocidaires. Et je dis que c'est fondamental dans eux, c'est dans leur nature. Peut-être c'est même génétique. Et pour parler de la génétique génocidaire, cherchez un peu gène du Néandertal. Là, quand même, ce ne sont pas des faits, ce n'est pas démontré. Mais si vous cherchez gène Néandertal, vous allez voir certaines études qui essayent, en fait, qui font un certain lien entre ces Européens génocidaires et leurs gènes. C'est pour dire quand c'est génétique, ça ne changera pas. Ça se transmettra de parents en fils, de parents en enfants. Donc, soyons conscients de qui ils sont et de quelles âmes ils ont. Et je vais terminer encore en disant ce que j'ai dit là, parce que je vois beaucoup de Noirs qui pensent encore ça, et c'est vraiment dommage. Et il faut vraiment que ça change. Si tu es un Noir, si tu es un Khmer, si tu es un Africain, et tu penses que l'essor de ton pays, l'épanouissement de tes confrères noirs viendra avec une quelconque collaboration avec ces criminels d'occidentaux, tu es un malade mental. Ça veut dire qu'il faut que tu te fasses soigner. Ce n'est même pas pour insulter, c'est qu'il faut que tu prennes la conscience. Il faut que tu prennes conscience de ça, de ta condition, et tu commences à chercher à te soigner. Donc les Khmer, c'était ça mon podcast, petit podcast d'aujourd'hui. Je vais vous laisser avec l'extrait de Yemele Fometio. Il y a eu beaucoup ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés à la chaîne. C'est tant mieux, on va continuer ensemble. Je vais toujours essayer de faire des podcasts de qualité. Il y a d'autres vidéos encore comme les génocides ou Douala Mangabel qui sont en préparation, qui sont top. Surtout que j'ai la motivation. Quand je vois les messages d'encouragement, les messages de remerciement, franchement ça motive. Donc les Khmer, je vous laisse avec l'extrait. On est ensemble, on fait comme ça les Khmer. Le peuple européen est un peuple fondamentalement génocidaire. Quand ce peuple, ils découvrent l'Amérique, ils disent qu'on a découvert l'Amérique, on ne découvre pas où des gens vivent. Eux, ils découvrent l'Amérique. Quand ils découvrent l'Amérique, ils ont quand même trouvé les Noirs là-bas. C'est ce qui est bizarre. Il y avait des gens là-bas. Et des gens la population à cette époque était plus de 400 millions de personnes, dont 80 millions de personnes vivaient en Amérique. Quand ils ont fini leur conquête, ce qu'ils ont appelé la conquête, sur les 80 millions qui existaient en Amérique, il n'y avait plus que 10 millions, je voulais dire, 10 millions. Les 70 millions, ils les ont exterminés. Je prends par exemple le cas de... en Amérique, il y avait les peuples qui vivaient, il y avait les Indiens, les Sioux, les Iroquois. Et aujourd'hui, ils nous parlent de l'histoire, on parle des Aztèques, des Mayas, comme des civilisations disparues. Qui a fait disparaître ces civilisations? Quand les Blancs arrivaient en Amérique, les visages pâles, ces sociétés existaient. Mais aujourd'hui, on dit que ce sont des sociétés disparues. C'est parce qu'on les a exterminées. Les Européens les ont exterminés. Ils ont réduit les populations en esclavage. Ils les ont fait travailler durement. Je prends par exemple... cette déclaration
Elle s'appelle Plumel Uribe. Elle a écrit La férocité blanche, des noms blancs aux noms ariens, génocide occulté de 1492 en nos jours. Voilà ce qu'elle dit par exemple d'un cas. Des chrétiens rencontraient une indienne qui portait dans ses bras un enfant qu'elle était en train d'allaiter. Et comme le chien qui les accompagnait avait faim, ils arrachèrent l'enfant des bras de sa mère et, tout vivant, le jetèrent au chien qui se mit à le dépecer sous les yeux de la mère. Quand il y avait parmi les prisonniers quelques femmes récemment accouchées, pour peu que les nouveau-nés se missent à pleurer, il les prenait par les jambes et les assommait contre des rochers ou les jetait dans la broussaille pour qu'ils achèvent d'y mourir. Voilà l'homme européen qui est venu civiliser le monde. Et quand ils ont fini d'écraser ceux qui habitaient l'Amérique, ils se sont retournés contre les Noirs. Ils sont venus en Afrique. Ils ont fait ce qu'on appelle le commerce. Il n'y a jamais eu de commerce. Ce sont des razzias négriers. Ces gens venaient brûler des maisons, attraper des gens et les amener en Amérique. Il n'y a pas de commerce. D'ailleurs, il y a le roi du Congo. Le Congo est un grand État. Congo belge Léopold II. Non, le Congo, l'empire du Congo, le royaume du Congo. Oui. Quand l'esclavage commence, il écrit au roi du Portugal pour lui dire voilà ce que vos hommes sont en train de faire. Le roi du Portugal lui répond si vous voulez les combattre, je peux vous donner des armes, mais à condition que vous ne les achetez pas des esclaves. Donc, il demande au roi du Congo de devenir esclavagiste pour lutter contre l'esclavage. Voilà l'Européen qui est venu nous civiliser. L'Europe, d'ailleurs Frantz Fanon le disait, déjà, quittons cette Europe qui ne cesse de parler de l'homme tout en le massacrant partout où il le rencontre. Il n'y a pas que l'Europe qui est contre les Noirs, il y a même les Arabes. D'ailleurs, il y a un fait, c'est que en Amérique, on rencontre au moins les Noirs. Dans les États arabes, il n'y a pas de Noirs. Pourquoi? Parce que les Arabes, eux, castraient tous les Noirs qu'ils rencontrent. Les Noirs, quand ils prenaient des hommes pour que les hommes ne procréent pas, on les castrait pour qu'ils ne procréent pas. L'Europe, son principal problème a toujours été l'Africain, a toujours été le Noir. Et l'Europe craint le Noir pour plusieurs raisons. L'Europe a peur que ce qu'il a fait aux Noirs, que cela ne se retourne contre lui. Que les Noirs ne nourrissent la vengeance. Et je ne peux pas le dire actuellement, nos enfants répondront à la question. Nos enfants, quand ils auront le pouvoir, ils décideront s'ils vont venger ou s'ils ne vont pas le faire, parce que ce n'est pas à nous actuellement de prendre cette décision. D'ailleurs, nos enfants le feront. Donc, après avoir transféré aux Noirs, les Noirs ne se sont pas laissés faire, parce que d'habitude, ils mentent, ils disent qu'ils ont aboli l'esclavage. Ils n'ont jamais aboli l'esclavage. L'esclavage a été aboli par des Noirs. Les Noirs ne se sont jamais laissés faire. Ils ont lutté, ils ont combattu, ils ont pris des armes, ils ont lutté. D'ailleurs, en 1791, il y a la plus grande révolte africaine. La plus grande révolte africaine, elle est menée par Toussaint Louverture. Toussaint Louverture a battu copieusement la France. Napoléon Bonaparte, le roi de France, l'a appelé pour qu'on négocie le traité de paix. Il est venu pour négocier, on l'a arrêté. Et quand on l'a arrêté, la France a continué à combattre le nouvel État qu'ils avaient créé, Haïti. Il y avait ses successeurs qui ont continué la lutte. Il y avait Paul Dessalines, il y avait Maurepas, il y avait Dessalines et il y avait Christophe. Qu'est-ce que la France a fait de ces gens? La France les a écrasés, assassinés et assassiné toute leur famille pour que ces familles ne rentrent pas venger les venger. Qu'est-ce que ces peuples ont fait au Congo? Quand ils arrivent au Congo, ils ont obligé les Congolais à extraire l'EVA. Oui. Et quand les Congolais refusaient d'extraire l'EVA, on coupait leurs mains. On coupe la main pour les obliger à extraire de l'EVA. Donc, ce peuple, je vais prendre également une autre déclaration. Quand un journaliste est venu au Congo belge et qu'il a écrit au roi de Belgique Léopold II, voilà ce qu'il écrit. Il écrit votre gouvernement, non, ça va. Votre gouvernement fait preuve d'une cruauté excessive envers ses prisonniers, les condamnant à être enchaînés comme des forçats pour des délits les plus mineurs. Les officiers blancs tirent sur les villageois, parfois pour capturer leurs femmes, parfois pour obliger les survivants
par l'intimidation, à travailler pour main d'œuvre forcée et parfois juste pour se divertir. Voilà ce qui se vante d'avoir civilisé le monde. Le peuple européen, le peuple blanc est un peuple fondamentalement génocidaire. Et ils sont en train de refaire la même chose. C'est parce que nous, les Africains, nous ne nous sommes pas encore rendus compte que nous sommes en train d'être génocidés. Et notre nombre est en train de les inquiéter. Notre nombre les inquiète pourquoi? Il n'y a pas un problème de ressources au monde. Les ressources qui existent sont capables de nourrir, de s'occuper de plus de 10 fois de la population actuelle mondiale. Il y a des ressources au monde. Mais qu'est-ce qui se passe que, par le système capitaliste, quelques personnes se sont accaparées de toutes les ressources du monde et ils voient la progression de la population comme une menace à ce qu'ils ont déjà entre les mains. Justement. Merci. Allez-y, terminez. Allez-y, terminez. Si l'Afrique émerge, si la population africaine émerge, en Afrique, il y aura un besoin. L'Africain aura besoin de ses propres ressources pour s'occuper. Plus il y aura l'Afrique, plus il y aura le besoin, plus les Africains vont commencer à interroger à qui sert leurs ressources. Ventre affamé n'a point d'oreille. Forcément. On ne peut pas avoir besoin du bois. Et on voit notre bois à l'est. Tous les jours. Hein? À l'est, notre bois pas tous les jours. À un certain moment, on va se dire, on a besoin du bois. Il faut d'abord que ce bois nous serve en priorité. Et les capitalistes qui possèdent ce bois seront mis en difficulté. Merci beaucoup à Yemele Femutio. Prénom, messieurs. Il y a un président de la République.